Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de ne pas mettre vos caméras, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre la vidéo et pour conserver un bon débit. Donc on va commencer tout doucement. Je me présente, je m'appelle Pauline, je serai votre médiatrice pour cette conférence. Je vais vous présenter brièvement notre association. Donc, on est Histoire d'en parler. On a été créé en novembre 2017. On est une association d'étudiants sur Nancy et notre but, c'est de promouvoir et de vulgariser un petit peu, pardon, l'histoire-géographie. Donc, notre leitmotiv, c'est l'histoire géo par tous, pour tous, et maintenant avec le confinement partout. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le printemps de l'histoire géo début mai. Donc c'est un ensemble de conférences en ligne sur Zoom sur des sujets un peu divers et variés. Donc je vous ai mis le programme pour les 15 derniers jours de juin. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Voilà, donc vous pouvez voir. Aujourd'hui, on accueille Lionel Nouveau, qui est doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et qui va nous parler des rivalités franco-françaises au Cameroun durant la Deuxième Guerre mondiale. Juste avant de lui laisser la parole, je vous remercie de bien garder vos caméras éteintes et si jamais vous avez un problème, vous pouvez me l'indiquer dans le chat. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. C'est bon? C'est bon, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci, merci Pauline, merci pour cette brève présentation. Je suis Lionel Noumou, comme Pauline m'a si bien présenté. Je suis donc doctorant à l'Université de Lorraine en histoire contemporaine. Et donc, je travaille sur les élites militaires, la formation des élites militaires africaines dans les grandes académies militaires françaises. C'est donc dans le cadre de ma thèse que j'ai pu intituler, je suis arrivé à formuler le thème de cette conférence parce que c'est une sous-partie de ma thèse. Alors, de quoi il est question? C'est tout simplement parce que au début de la Deuxième Guerre mondiale, on constate que les tentatives d'armistice telles que annoncées dès le 17 juin 1940 par Pétain sont différemment interprétées au Cameroun, tout simplement parce que le Cameroun, en tant que territoire, a une situation particulière, une situation géographique particulière qui se double aussi d'une trajectoire historique tout à fait singulière. Alors, pour bien situer les choses de manière à ce que la conférence puisse être intelligible, je préfère faire un peu un flashback sur le passé colonial camerounais et ses interférences dans les rivalités qui vont opposer les Français au Cameroun dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comprendre la crispation des sentiments nationalistes franco-français au Cameroun, c'est tout simplement, le Cameroun, c'est un territoire qui est constitué en tant qu'entité politique autonome dès 1884 avec la signature du traité Germano-Douala. Mais la, la situation du Cameroun commence à intéresser la France dès 1911 parce que depuis 1905, la France tente sans succès d'établir un protectorat sur le Maroc et ces nombreuses tentatives sont toujours mises en échec par l'Allemagne. Et il y a donc, en plus de la guerre de 1870, une nette rivalité entre la France et l'Allemagne qui s'exporte aussi dans les différentes conquêtes et les espaces coloniaux un peu partout dans le monde et tout particulièrement en Afrique où ces rivalités résonnent de manière assez, assez conséquente. Alors, en 1911, l'Allemand réalise un coup de force et envoie un navire de guerre dans le port d'Agadir au Maroc. Ce coup de force crée une tension internationale sans conséquence, mais très rapidement, la France et l'Allemagne trouvent un compromis, une solution,
en signant ce qu'on va appeler le traité du 11 novembre 1911. Que dit ce traité? Ce traité stipule que l'Allemagne reconnaît le protectorat de la France sur le Maroc, mais en échange, en contrepartie, la France cédera une partie de son empire AEF, une partie de son territoire de l'AEF à l'Allemagne. C'est cette partie, cette bande, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette bande-là, cette bande-ci, que l'Allemagne cède en guise de compromis trouvé en 1911. La France cède cette partie du territoire l'Allemagne cède cette partie du territoire à la France. Cette partie fait au total 250 000 km². Même si il s'agit apparemment d'une bande de terre inconséquente, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle entame en réalité des crispations identitaires de la part de nombreux Français implantés en AEF, notamment les forestiers et les exploitants agricoles. Ces derniers voient dans la rétrocession par l'État français de cette partie du territoire à l'Allemagne, ils y voient là une deuxième Alsace-Lorraine congolaise et ils le disent clairement. Par exemple, le parti colonial d'Eugène Etienne en France va beaucoup s'activer contre cette rétrocession, va entrer en jeu, militer pour que la France refuse de céder cette partie du territoire. Mais la France accepte de le faire. Mais aussi, en compensation, dans le nord du Cameroun, dans cette partie du territoire, l'Allemagne cède également une bande de terre, ce qu'on appelle le bec de canard, une bande de terre de 150 km carrés à l'Allemagne. Mais dans les concessions que l'Allemagne a faites à la France, il y a aussi, que la France a faites à l'Allemagne, il y a aussi l'article qui stipule que l'Allemagne a le droit de navigation sur le fleuve Congo, c'est-à-dire ici, presque dans le golfe de Guinée. L'Allemagne a le droit de navigation sur le fleuve Congo qui constitue à l'époque un artère important dans le flux maritime en Afrique coloniale. Et cette situation va perdurer jusqu'en 1913, lorsque la Première Guerre mondiale s'annonce. Directement, les directives sont données aux autorités françaises à Brazzaville pour qu'ils occupent rapidement la bande de terre que la France avait cédée à l'Allemagne en 1911, parce que jusque-là, les crispations identitaires françaises se sont déportées au Congo-Brazzaville et vont véritablement trouver là un écho favorable, un prétexte pour revendiquer et accuser l'État français d'avoir trahi le peuple, notamment les exploitants forestiers et agricoles. Donc, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, directement cette partie de terre est annexée par la France. Pour aller un peu plus vite, une coalition franco-anglo-belge chasse les Allemands du Cameroun et c'est ainsi que le territoire est placé à la fin de la Première Guerre mondiale sous mandat franco-britannique. Mais c'est un territoire devenu, avec la création de la SDN, un territoire international, c'est-à-dire un territoire de la SDN administré, dont l'administration est confiée à la France et à l'Angleterre. Le pays est donc divisé en partie anglophone, administré par les Anglais, et en partie francophone. Pendant ce temps, depuis le départ des Allemands du Cameroun, ces derniers, pour la plupart, les militaires allemands qui étaient au Cameroun, parce qu'ils avaient créé vraiment une armée, la troupe allemande, qui était conséquente et qui était vraiment bien formée. Les Allemands qui se retirent du Cameroun dans le cadre de la Première Guerre mondiale vont se réfugier dans ce territoire-là, la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, l'Espagne s'était déclarée neutre et la Guinée équatoriale, en tant que colonie espagnole, était donc une zone neutre. Lorsque les Allemands sont pris en étau au Cameroun par la coalition anglaise qui vient du Nigeria et française qui vient du Congo-Brazzaville, plus une colonne militaire belge qui vient du Congo, du Zaïre, de la République démocratique du Congo, les Allemands se retrouvent pris en étau. La seule issue possible pour eux, c'est de quitter le territoire et de trouver une zone de repli. Ils se replient directement en Guinée équatoriale, en Afrique équatoriale, en Rio Muni, en Guinée équatoriale, qui alors est une colonie espagnole. Et comme l'Espagne est neutre pendant la Première Guerre mondiale, c'est la solution la moins délicate, tout au moins celle qui permet de sauver la vie des Allemands. Or, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Français et les Anglais exigent que les Allemands internés en Guinée retournent en Europe pour qu'on puisse les juger. Beaucoup d'Allemands, notamment les officiers, certains officiers vont retourner en Europe, mais
certains hommes d'affaires allemands, notamment les commerciaux et bien d'autres propriétaires terriens, vont demeurer en Guinée équatoriale. Et avec le temps et les tensions qui s'apaisent, la France finit, parce que les clauses de la SDN le stipulaient, par laisser certains Allemands mais vaquer à certaines occupations, notamment l'exploitation des terres au Cameroun, et à créer des compagnies, à créer aussi des compagnies ferroviaires au Cameroun également, et à disposer d'énormes parcelles de terre où ils cultivent les véards, la banane, le cacao et bien d'autres. Donc, dès 1933, la situation change parce que lorsque les nazis arrivent au pouvoir, directement un discours de revendication coloniale, de revendication des territoires perdus des Allemands, des possessions coloniales allemandes se met en branle. Et c'est comme ça que le Cameroun devient presque à l'intervalle 1933-1934 l'objet d'une âpre revendication. Et les nazis utilisent comme levier les Allemands qui étaient restés en Guinée espagnole et les Camerounais de l'intérieur. Ainsi va se former au Cameroun, ainsi vont se former des cercles de pouvoir, des cercles pro-nazis. Cette situation vient s'ajouter à une autre situation paradoxale au Cameroun, qui est que la première génération lettrée camerounaise, ceux qui ont été à l'école des Blancs, pour ainsi dire, les indigènes qui ont été scolarisés à l'école allemande, avec le départ des Allemands, se sentent déclassés. Ils se sentent déclassés socialement, politiquement, administrativement, parce que la France prend possession du territoire et donc met en place une politique de francisation qui interdit dès lors l'usage de la langue allemande dans les écoles, dans les églises et un peu partout dans la société. Les premières élites camerounaises qui étaient formées sous l'administration allemande se sentent un peu frustrées et déclassées. Ils vont donc créer un cercle concentrique, ce qu'on appelle les germanophiles. Ils vont tout au long de l'année 1919 jusqu'en 1933, collaborer avec les Allemands qui sont restés sur place au Cameroun. Mais en 1933, lorsque les nazis arrivent au pouvoir, ils se font de plus en plus actifs. Ils organisent des réunions avec les Allemands, ils envoient des pétitions à Hitler pour lui demander de revenir occuper le territoire. En fait, ils revendiquent, ils affichent clairement leurs sentiments pro-allemands, leur germanophilie pro-nazi et rejettent la France. Mais au fond, il s'agit en réalité d'un rejet lié au fait qu'à partir du moment où la France prend la position du territoire, elle met directement en application le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat qui était aussi rude que les brutalisations sociales infligées par les populations locales par l'Allemagne. Mais ils y voient, puisque le code de l'indigénat est bien systématisé, les premiers lettrés y voient là une perversion de la politique coloniale française qui compare et estime que pendant la période allemande, leur situation était à peu près meilleure. Mais en réalité, il n'en était rien. C'était presque pareil. Et c'était plutôt un prétexte pour eux pour crier et faire entendre qu'ils ont été déclassés par une nouvelle génération sortie, cette fois-là, de l'école française qui a été formée. Donc, en 1933, dès 1933, les revendications allemandes se font ressentir sur le Cameroun et les Allemands au Cameroun, avec les Italiens qui étaient également des hommes d'affaires italiens et de certains Italiens qui ont immigré au Cameroun, qui y travaillent, et les Allemands qui étaient restés en Guinée espagnole, tous mettent en coalition leurs moyens d'action pour nuire à l'administration coloniale française. La situation perdue jusqu'en 1939, lorsque la guerre est déclarée en Europe, les tensions se crispent directement dans les villes du Cameroun et à Yaoundé. À cette situation s'ajoute le fait que lorsque les Allemands sont partis du territoire, les Français se sont accaparés de la plupart des grandes compagnies agricoles que les Allemands ont laissées, des grandes plantations telles que celle de l'EVA. Tous ces facteurs contribuent à l'enracinement français au Cameroun. On va voir de nombreux Français s'installer dans le temps au Cameroun, ce qui fait qu'on arrive à une situation où le Cameroun est à la fois une colonie d'exploitation, mais aussi une colonie de peuplement, dans la mesure où de nombreux Français s'installent durablement au Cameroun et ils s'installent notamment ils s'installent dans les zones à climat tempéré, les villes balnéaires, comme là, il y a des quartiers entièrement européens, c'est par exemple le cas de Bonanjo. Et donc, il y a une ségrégation à la fois raciale, mais aussi une ségrégation spatiale qui fait que les Camerounais sont refoulés dans des ghettos comme ici à Nebel pour laisser place aux Européens qui habitent les quartiers qui longent la côte, de l'océan un peu partout, comme ici à Kibi. Donc, cette situation
augmente la crispation des Camerounais qui se sentent relégués. Mais pendant ce temps et pendant l'administration française, les Camerounais sont venus de l'intérieur vers les zones les plus fertiles, du nord, de l'ouest, un peu de partout. Les Camerounais qui habitent le nord, cette région-là, ils sont venus ici au niveau des côtes pour trouver de l'emploi et ils vont se retrouver cantonnés dans des quartiers, dans des ghettos, hein, en réalité dans des ghettos villageois où il y a là un foisonnement identitaire, ils se détribalisent parce qu'ils sont encore des communautés tribales. Ils arrivent dans des ghettos, se détribalisent, prennent conscience, s'intéressent à la politique. Et ce qui fait dès 1939, il y a déjà l'émergence d'une conscience politique au Cameroun. À cela s'ajoute le fait que les Camerounais ont conscience de la situation particulière de leur territoire. Ils savent que leur territoire n'est pas une colonie. Et ils ne manquent d'ailleurs pas l'occasion de le rappeler aux Français et de dire qu'on ne devrait pas les gérer comme si c'était une colonie. Par exemple, on avait interdit à la France, contrairement à d'autres positions françaises, de lever une armée au Cameroun. Or, la France y entretient une police qui, en réalité, était une police militaire. Et donc, certains Camerounais qui étaient réputés de force faisaient savoir que non, vous n'aviez pas le droit de nous réputer de force parce que nous sommes un territoire international. Donc, il y avait en réalité une prise de conscience politique au Cameroun. On arrive à 1939. En 1939, lorsque la guerre éclate en Europe, la situation se crispe rapidement. La situation se crispe très rapidement. La situation se crispe très rapidement au Cameroun, tout simplement, parce que le Cameroun est un territoire à la fois convoité par l'Allemagne, qui revendique vraiment le territoire, mais aussi à l'intérieur du Cameroun vivent des Allemands qui font tout pour attirer les indigènes, pour susciter chez les indigènes un sentiment pro-allemand. Ce qui fait que directement à l'intérieur du Cameroun, il y a l'idée de la 5e colonne à l'intérieur du Cameroun, avant que l'idée même n'émerge en France. Et donc, lorsque l'idée de l'armistice est émise par Pétain en 1940, le 17 juin 1940, l'information arrive au Cameroun. Comme certains Camerounais s'étaient appropriés les grandes exploitations forestières et agricoles allemandes et s'y étaient implantés vraiment de manière durable, ils trouvent dans la signature dans le geste de Pétain, ils trouvent là vraiment une trahison. Et avant même que De Gaulle ne prononce son discours, il y a déjà au Cameroun un noyau de personnes constitué autour des personnes comme Kissia Legret, comme Roger Gardet, dont un noyau de personnes comme Mauclair, par exemple, je vais revenir sur son cas, qui était directeur des travaux publics et des chemins de fer au Cameroun. Il y a en réalité déjà un noyau de Camerounais et de Français ultranationalistes, vraiment ultranationalistes, mais c'est un nationalisme intéressé. C'est à la fois lié au fait qu'ils ont beaucoup à perdre si le Cameroun viendrait à suivre, à tomber, à obéir à Pétain, et donc probablement à entériner le fait que oui, les Allemands, on peut retrocéder ce territoire qui d'ailleurs est vivement revendiqué par Hitler à l'Allemagne. Donc ces Français-là ont beaucoup à perdre, mais ils font preuve d'un nationalisme zélé. Et très rapidement, avant que De Gaulle, dès le 17 juin, quand ils sont informés de l'idée de l'armistice que Pétain veut signer, ils se révoltent, ils refusent, et le gouverneur du territoire que voici, Richard Bruno, il se trouve en ballottage. Il demande à la population, par exemple, le 14 juillet 1939 au Cameroun, la fête nationale française se passe de manière tout à fait particulière, dans la mesure où à la fin de la fête, Richard Bruno, avec le lieutenant-colonel Bureau, ils organisent une conférence intitulée « La défense des frontières nationales ». Pourquoi? Parce que le Cameroun, au niveau de sa frontière sud avec la Guinée équatoriale, est vivement menacé. Il y a beaucoup d'Allemands qui sont revenus. Il y a des actes d'espionnage qui sont signalés aux autorités françaises par les Anglais. À cela s'ajoute une situation aussi tout à fait inédite. Comme il y a une partie du Cameroun qui est occupée par les Anglais, lorsque Pétain est informé du fait qu'au Cameroun, il y a un groupe de personnes qui refusent de se rallier et qui refusent d'obéir à Pétain, il envoie en juin 1940, avant de revenir là-dessus, lorsque De Gaulle lance donc son discours du 18 juin, le discours trouve directement un écho favorable au Cameroun. Ça veut dire que les Français qui protestaient déjà contre l'armistice de Pétain
trouvent dans le discours de De Gaulle une figure incarnée en réalité de leur contestation. Ils trouvent De Gaulle dans sa figure autour de Gaulle à travers la BBC, parce que la BBC donne au Cameroun. Le territoire est relativement assez développé. Et donc, ils trouvent dans le discours de Gaulle quelqu'un, voilà, et dans sa figure, quelqu'un autour de qui ils peuvent structurer et faire incarner et porter leur voix et leur mouvement. Ce qui fait que le gouverneur du territoire, qui est sommé d'obéir à Pétain, se retrouve dans une situation très délicate et difficile. Soit il choisit de s'allier derrière De Gaulle, ce qui est le cas de beaucoup de cercles actifs créés, par exemple, par ce personnage-là, par Christian Legret, Roger Gardet et Maucler. Ces derniers vont noyauter à la fois l'administration au Cameroun, l'administration coloniale au Cameroun. Ils vont noyauter beaucoup de services au Cameroun. À titre d'exemple, Maucler, qui est directeur des travaux publics et des chemins de fer, demande à tous ses employés, de se ranger derrière De Gaulle après le discours du 18 juin. Il leur demande tous, sans exception, de se ranger derrière De Gaulle. Et il va donc noyauter le service public. Il va y avoir des cercles de pouvoir un peu au Cameroun, pro-gaullistes, qui vont naître et qui vont agir en sourdine, qui vont agir de manière officieuse et qui vont agir de manière officieuse et vont trouver en face d'autres personnes fortement pétainistes. C'est par exemple le cas de lieutenant Fiéchi Vivet. C'est un administrateur qui avait d'ailleurs auparavant été décoré de la Légion d'honneur pour avoir maté certaines communautés tribales dans le nord Cameroun, des Kidji, qui sont restés jusqu'à la fin de la colonisation, qui ont pu tenir leur espace de vie à l'écart de toute emprise coloniale jusqu'à la fin de la colonisation en 1960, les Kidji, et même pendant la période allemande, pendant la période française et dans la partie anglophone également, où ils se trouvaient, ils ont tout fait pour tenir leur espace de vie en marge de l'emprise coloniale. Et donc, Fiché Vivet, qui est un Corse, il va mater les Kidji et va recevoir pour cela une légion d'honneur. Mais avec le discours de Gaulle, il considère que De Gaulle est un traître. Il pense que les Anglais, en réalité, représentent beaucoup plus une menace pour la France que l'Allemagne. Et les Maucler, les Gardet et les Legret, qui sont pro-gaullistes dès la base, vont trouver en face d'eux des gens, des nervis et des acolytes au service de Pétain qui sont qui sont très violents et n'hésitent parfois pas à recourir à la bagarre, à la violence au Cameroun. Ils vont également trouver, Legret également est appuyé par quelqu'un comme Pierre Boisson. Pierre Boisson, pourquoi? Il a été gouverneur de l'AEF entre 1938 et 1939. Et donc, et Pétain l'avait affecté en AOF en tant que gouverneur dès les années de 1939 à 1943. Il quitte donc l'AOF en 1939 et devient gouverneur de l'AOF en 1943. C'est en réalité Boisson surtout, c'est cette personne qui va faire basculer l'AOF dans le camp pétainiste, tandis que l'AOF va résister jusqu'à un moment donné. Sauf que, comme Boisson avait été gouverneur en AEF et qui connaît bien le Cameroun, la situation particulière et singulière du Cameroun, sur laquelle les Camerounais, les premiers Français résistants au Cameroun, ils faisaient savoir que le Cameroun est un territoire international et qu'à cet effet, Pétain n'avait pas à faire appliquer au Cameroun la loi de Vichy et que cela ne pouvait pas s'y appliquer simplement parce que le territoire est un territoire international. Donc, Boisson, qui connaît bien le Cameroun, va utiliser des personnes comme Vivien pour noyauter aussi l'administration au Cameroun, pour être informé de tout ce qui se passe au Cameroun, des actions du gouverneur Bruno, de ce qu'ils font, de tout ce qui se passe au Cameroun contre toutes les mesures et toutes les ordonnances prises par Pétain. Et toutes ces informations qu'il récolte au Cameroun à travers des espions qu'il a sur place, toutes ces informations sont traduites à Pétain. Et très rapidement, lorsque Pétain est informé de cette situation, en juillet 1940, il va envoyer au Cameroun, au Cameroun ce personnage-là, le contre-amiral Charles Platon. Il envoie Charles Platon au Cameroun pour demander à l'administrateur du territoire d'obéir aux ordres, de respecter les consignes données par Vichy. Et arrivé au Cameroun, Charles Platon, il dit que l'armée française n'existe pas et que la France est déjà battue et qu'en réalité, Pétain, en signant l'armistice, a accepté de sauver la France. Que ce que
Mauclerc et bien d'autres sont en train de faire au Cameroun relève de la trahison, qu'il s'agit là d'une prise d'armes contre la patrie. Et face à ce discours, Mauclerc refuse, il s'obstine, il fait une déclaration fracassante, parce que je ne sais pas ce que Mauclerc est devenu. Mauclerc dit qu'il ne peut jamais se soumettre au servage, à l'esclavage allemand, et que l'acte que le gouvernement de Bordeaux a fait, de Vichy a fait, ne représente jamais la vraie et libre France. Je cite, il refuse donc de se soumettre. Platon rentre donc sans avoir obtenu l'adhésion du territoire et de ses habitants au programme de Vichy. En août 1940, Vichy renvoie encore au Cameroun un émissaire, un inspecteur de colonie, M. Huet. Sur place également, les cercles proches de Mauclerc vont également noyauter les chefferies traditionnelles au Cameroun parce qu'il faut faire avec les notables locaux indigènes et il faut également pouvoir avoir leur assentiment, il faut avoir leur aval pour pouvoir peser à la fois devant De Gaulle, aussi bien devant De Gaulle que devant Pétain. Et donc, les cercles de résistants et de contre-résistants vont naître au Cameroun. Lorsque l'inspecteur Ouai arrive, les cercles autour de Mauclerc ont déjà labouré le terrain et ont bien travaillé des chefs traditionnels. Ils vont faire lire par un chef traditionnel, le chef Parézo de la communauté Douala sur le littoral camerounais, donc le chef Parézo de cette partie du territoire-là. Ils vont le faire lire devant Leclerc un communiqué qui fait savoir, devant Oué, pardon, un communiqué qui fait savoir à M. Oué, à l'inspecteur Oué envoyé par Pétain, que le Cameroun, par le passé, a connu la brutalisation du système colonial allemand et que désormais, les Camerounais sont résolument attachés à la France et veulent continuer la guerre aux côtés de la France. Ce discours de la bouche d'un chef traditionnel est assez quand même inédit, mais ça ne l'est pas tant que ça, tout simplement parce qu'il s'agit d'un discours préparé, écrit par des cercles de pouvoir, des forces scientifiques qui existent au Cameroun et qui ont donc confié la lecture à un chef traditionnel, comme pour dire à M. Huet qu'il n'y a pas que les Français de ce territoire qui refusent de rallier Pétain. Il y a aussi des indigènes qui refusent. Donc, c'est une façon de dire à M. Huet que la dissidence ici n'est pas le fait des Européens. Elle est ancrée et est donc portée aussi par les indigènes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce qui ne l'est pas tout à fait vrai. Et on verra par la suite pourquoi. Alors, lorsque on quitte le territoire le 27 août 1940, malheureusement, le 27 août 1940 coïncide avec l'arrivée de Leclerc, le coup d'État, le putsch que Leclerc lorsque ouais, qui le territoire dans le 27 août 1940, malheureusement, il est arrêté au port de Douala parce que la délégation que De Gaulle envoie au Cameroun pour dire les choses de manière simple, le discours tel que lu à Londres, en réalité, trouve son implantation territoriale au Cameroun. Et pourquoi au Cameroun? Simplement parce que les territoires comme le Congo, Brazza, le Gabon, sont beaucoup de Français et beaucoup d'administrateurs, de fonctionnaires français dans cette partie-là, ont un réel penchant pour Vichy, même s'ils ne le disent pas. Et ce n'est donc au Cameroun qu'en réalité, un noyau de Français qui est vraiment à différencier de l'administration française. Parce que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le territoire bascule dans le camp gaulliste, le gouverneur Bruno, il donne des gages à Pétain, mais il laisse faire les cercles pro-résistants, les cercles pro-gaullistes qu'il y a sur son territoire. Il accepte, quand Pétain envoie les émissaires, il accepte, il acquiesce, il comprend, il leur donne des gages de ce qu'il va mettre en pratique les mesures, mais en contrepartie, il ne cesse de collaborer avec les Anglais, mais aussi il connaît toutes les actions que les cercles pro-gaullistes, les cercles de pouvoir, les forces scientifiques, il connaît toutes les actions que ces dernières, de lobbying, de force et parfois de violence aussi que ces derniers sont en train de mener, il connaît toutes ces actions, mais il les laisse faire, ce qui montre qu'en réalité, le territoire, de par ses administrateurs, le Cameroun bascule à la fois entre la révolution nationale de Pétain ou alors la France libre de De Gaulle. Le territoire bascule entre ces deux tendances. Et l'attitude de Richard Bruno est une attitude de juste milieu. Il trouve le juste milieu. Il ne veut pas vexer Pétain, mais aussi il ne veut pas paraître aux yeux des Mauclerc qui sont violents, hein, qui sont en réalité violents, des cercles pro-résistants, comme un traître. Parce que s'il adhère complètement à la révolution nationale de Pétain, il risque de se faire tuer. Les Mauclerc sont vraiment violents. Ce sont des cercles de pouvoir qui existent et qui sont vraiment prêts à passer à l'acte. Donc, le 27 août 1940, bon, avant, De Gaulle envoie les gens
pour espionner, connaître la situation au Cameroun. Ils arrivent et heureusement, par la partie anglophone du Cameroun où les Anglais sont établis. Les Anglais qui sont dans la partie anglophone ont des informations sur ce qui se passe dans la partie francophone au Cameroun. Ils assistent à des événements de prise d'armes entre les Français. Ils connaissent comment ils sont informés de que l'administration française est noyautée. Ils savent, même ils disposent des espions sur le terrain. Ils savent qu'entre Français, il n'y a pas que de miens, il y a de la violence et tout. Et donc, la commission envoyée la mission envoyée par De Gaulle, Prévin, Leclerc, Larmina, et bien tout ce que vous connaissez, lorsqu'ils arrivent donc au Cameroun, ils arrivent d'abord dans la partie anglophone du Cameroun. De là, ils prennent de précieuses informations. Et les informations réunies leur permettent donc de projeter une occupation du territoire dès le 27 août. Mais Leclerc réalise un coup de génie. Il se rend compte qu'au Cameroun, il y a donc un lieutenant-colonel Bureau qui en réalité est le gouverneur, en quelque sorte, une sorte de gouverneur militaire du territoire. Le Bureau est déjà passé colonel et Leclerc n'est que commandant. Elle est lieutenant-colonel, autant pour moi, Bureau est lieutenant-colonel et Leclerc n'est que commandant. Leclerc va donc s'auto-proclamer colonel. Il s'auto-proclame colonel avant d'entrer dans Douala le 27 août 1940. Il arrive à Douala. Bon, il y a quelques coups, mais vraiment, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de fusion de sang. Mais très rapidement, Douala tombe. Et c'est comme ça que Leclerc, qui est porteur du message de Gaulle, rassure les populations à la fois françaises, les populations indigènes, directement. C'est un vrai coup d'État parce qu'il prend des mesures martiales. Le couvre-feu est déclaré. Personne ne doit sortir, les bars ne doivent être ouverts au-delà de 22 heures. Il prend des mesures militaires, il lance des recrutements, il crée le régiment des tirailleurs camerounais qui en réalité est le noyau originel de ce qui deviendra plus tard la deuxième BD. C'est ce régiment des tirailleurs camerounais qui intègre la colonne Leclerc pour faire la bataille de Koufra, qui est la première bataille que la France libre remporte. Et donc, Leclerc réorganise l'administration au Cameroun. Mais il fait aussi face bien à une fronde interne, la fronde des pro-vichistes. Avec la prise du territoire par Leclerc, les attitudes changent. Jusque-là, ceux qui voulaient rentrer au Cameroun, ceux qui voulaient rentrer en France ou aller en AOF pour rejoindre le camp Pétain, je parle bien des citoyens français, ceux des citoyens français qui ne voulaient pas, qui voulaient obéir à Pétain, mais qui trouvaient qu'au Cameroun, il n'y avait pas un climat sain, propice, voilà, pour se ranger derrière Pétain. Beaucoup immigraient en AOF, certains aussi en AOF, qui voulaient résister, qui voulaient continuer la bataille, mais qui y trouvaient une farouche opposition du gouverneur Boisson. Beaucoup de ceux-là, soit étaient envoyés en métropole en France par Boisson pour être jugés et condamnés par Pétain, soit ils s'évadaient, passaient par le Nigeria voisin et entraient au Cameroun. Parce que pour bien comprendre la situation géographique du Cameroun, le Cameroun est là et donc le Nigeria est là. Tous ceux qui étaient dans cette partie du territoire-là, Mali, Burkina Faso, Bénin, en fait, tout Niger, tout l'AOF, tous ceux qui étaient en AOF et qui voulaient continuer la lutte depuis le discours de De Gaulle, ils faisaient face à une opposition farouche et beaucoup d'entre eux ont été envoyés soit en métropole pour être jugés et emprisonnés, soit ils étaient exilés. Quand Boisson était clément, ils étaient tout simplement exilés au Cameroun. Et l'exil consistait donc à traverser par le Nigeria, qui est la colonie britannique, pour arriver dans cette partie, parce qu'au moment du partage du Cameroun, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre avait pris cette partie du Cameroun à la lisière avec le Nigeria. C'est la possession donc un quart du territoire camerounais, tandis que les trois quarts avaient été cédés à la France. L'Angleterre, qui avait pris cette partie et qui s'y était implantée, avait administré cette partie comme partie intégrante de son empire colonial. Et les Français, qui ne voulaient pas suivre Boisson, qui ne voulaient pas suivre Pétain, transitaient donc par là pour entrer dans le Cameroun français libre, dans ce que Leclerc appellera plutôt le Cameroun français libre. Et sur place aussi, lorsque Leclerc fait son coup d'État du 27 août 1940, en réalité, tous les Français n'adhèrent pas immédiatement à Leclerc. À Douala, où le coup d'État a eu lieu, parce qu'il arrive au Cameroun d'abord par ici, par Douala, qui est la grande artère maritime du Cameroun. C'est par là que transite
enfin, c'est par là que transitent la plupart des marchandises qui quittent l'AOF français et tout et tout. Et c'est par là aussi que les voyages en bateau s'organisent. Leclerc arrive donc au Cameroun par Douala et bien entendu, il arrive à obtenir l'obéissance des soldats français à Douala, mais aussi de l'administration française à Douala. Mais Yaoundé, même qui est la capitale du Cameroun, n'est pas tombé. Dès le 28 août, Leclerc va donc envoyer des colonnes blindées, une colonne, des colonnes militaires pour prendre Yaoundé. Heureusement, lorsque cette colonne arrive, le gouverneur Richard Bruno, qui jusque-là hésitait, avait trouvé le positionnement du juste milieu, il ne manifeste aucune résistance directement. Il s'allie dans le camp il laisse la place à Leclerc en réalité. Même si plus tard, on a accusé de collaboration et tout, bon, son attitude, beaucoup l'ont trouvé de collabo, certains ont trouvé qu'il ne faisait pas assez, mais toujours est-il que c'était un positionnement du juste milieu. Et il n'a donc pas résisté lorsque Leclerc va envoyer des colonnes militaires à Yaoundé, qui est la capitale même du Cameroun, pour prendre possession du territoire. Leclerc prend donc possession du territoire et réorganise le pays, comme je vous l'ai dit. Mais il fait face aussi à une fronde franco-française interne. Il y a des Français compétents qui ne veulent pas continuer la guerre. Et ces derniers-là, au départ, Leclerc leur permet pour certains de rentrer en France. Leclerc permet aussi à certains de rentrer s'ils veulent en AOF ou alors de rentrer en France. Mais à partir de 1940, la situation change. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus de Français aussi émigrent en Guinée espagnole. De plus en plus de Français qui ne veulent pas continuer la lutte émigrent en Guinée espagnole où sont tapis des cercles, c'est-à-dire des cercles de pouvoir pro-allemand. Ils émigrent là et les Anglais informent les autorités du territoire du Cameroun. Les services secrets français informent les services secrets anglais informent les Français du Cameroun qu'il faut bien contrôler votre frontière sud ou votre frontière sud, c'est-à-dire cette partie du territoire-là, des Camerounais pro-Pétain émigrent ici où sont logés beaucoup d'Allemands, où sont stationnés beaucoup d'Allemands avec une armée qui sont constituées, prêtes à envahir le Cameroun. Ça crée une panique de la part des autorités de la France libre qui ont pris possession du Cameroun depuis le 27 août 1940. On va donc durcir les mesures. On crée donc des camps d'internement au Cameroun. Ainsi vont émerger les camps d'internement. Un peu de partout, par exemple, comme à Dizangué, on crée un camp d'internement où des couples sont internés, sont isolés à Ebolowa, dans des localités au Cameroun. On les isole un peu de partout. En réalité, les Français libres appellent cela le camp d'internement, mais c'est des prisons. C'est des prisons qu'ils ont construites pour y enfermer tous ceux des Français qui ne participent pas au mouvement gaulliste. Et cette situation de camp d'internement fait mouche. Ceux qui arrivent à s'évader, par exemple, je prends le cas d'un prêtre d'origine alsacienne, M. Reiter, qui tout au début des affrontements en 1939 est accusé par les cercles proches de Maucler, les cercles pro-gaullistes. Il est accusé de perméabilité aux thèses allemandes, aux thèses nazies. Et donc, beaucoup d'entre eux sont internés. Ces derniers arrivent à s'échapper. Ils fuient le territoire. Beaucoup de ceux qui fuient le territoire, qui quittent le Cameroun, beaucoup de Français qui quittent le Cameroun et qui arrivent en Espagne, trouvent des moyens pour revenir en France. Et là, donc, ils donnent des informations à Pétain. Très rapidement, Pétain utilise cette information pour disqualifier De Gaulle sur la scène internationale. Il parle des camps d'internement et des camps de concentration que De Gaulle a créés au Cameroun. Bien entendu, cette information fait mouche parce que la Croix-Rouge s'en saisit, le Vatican s'en saisit, les États-Unis s'en saisissent. Et il faut également dire que la saisie des États-Unis de ce dossier ne vient que compliquer la situation à De Gaulle parce que jusque-là, les autorités américaines se méfient de De Gaulle. Ils préfèrent toujours traiter avec le pouvoir légitime en France. Ils veulent voir si Pétain peut renverser, si Pétain au moins peut collaborer avec eux. Or, De Gaulle, qui avait vraiment pris une position de dissidence, était perçu par les Américains comme un rebelle. Et le fait que certains Camerounais soient internés et que ceux qui arrivent à s'évader du Cameroun rentrent en France, rapportent cette information-là, cela disqualifie De Gaulle sur la scène internationale. Et on sait par exemple aujourd'hui que le Vatican s'est beaucoup impliqué, il y a eu beaucoup d'échanges entre le Vatican. Le Vatican a joué un rôle d'intermédiaire entre la France, entre Vichy et la France libre, c'est-à-dire les autorités du Cameroun pour les échanges des prisonniers.
C'est-à-dire certains Français qui en AOF voulaient combattre et qui avaient été arrêtés et emprisonnés. Vatican intervient pour qu'on les envoie au Cameroun. En contrepartie, certains Camerounais qui en AOF ne voulaient pas combattre sont libérés. Mais n'empêche que cette information va en réalité ternir un peu l'image de De Gaulle et le fragiliser diplomatiquement sur la scène internationale. Mais en réalité, ça n'a rien comparé à ce que l'éternement des Camerounais, des Français au Cameroun n'est rien. Sinon, c'est pareil à la situation dont vivent les Français qui veulent continuer la guerre en AOF. Mais en réalité, cet internement en dit long sur le sentiment, sur le fratricide franco-français, sur le fratricide français au Cameroun. Et les lignes de facture n'est pas que entre les Français. Certaines lignes de facture prennent des accents ethno-régionaux, par exemple. C'est le cas du lieutenant Fieschi Vivet. C'est un Corse. Et donc, il est accusé par Mauclerc et bien d'autres cercles proches de De Gaulle de rameuter ses frères corses au Cameroun contre la patrie. Tandis que Vivet lui-même accuse les Mauclerc et autres d'avoir pris les armes contre leur propre pays en désobéissant à l'appel et à l'armistice lancé par le maréchal Pétain. Mais les Mauclerc n'accusent pas tout simplement Vivet de ne pas adhérer à la résistance, de ne pas vouloir combattre. Ils disent que parce que Vivet est corse, Vivet ramène tous les Corses au Cameroun pour les liguer contre la France qui veut combattre. Donc, on voit que la ligne de fracture qui traverse la France, qui traverse les Français au Cameroun, n'est pas simplement, elle peut prendre des accents ethno-régionaux par endroit. Et c'est par exemple le cas de Vivet, ce qui n'est pas faux, parmi ceux qui étaient pro-Pétain au Cameroun, beaucoup étaient bien entendu des Corses. Mais en réalité, c'était une façon de disqualifier encore plus Vivet. Sinon, il y a bien d'autres Français qui n'étaient pas Corses au Cameroun, qui refusent de continuer la lutte et qui préfèrent s'aligner. Alors, pour bien comprendre pourquoi cet agissement a lieu au Cameroun, il faut dire 2 ou 3 choses. Comme je l'ai souligné en l'entame, il y a une forte communauté française au Cameroun qui s'est constituée depuis 1914. Et le Cameroun, ancien protectorat allemand, avait, du point de vue infrastructure, autrement de la mise en valeur des colonies, était un peu en avance. Il y avait des grandes exploitations agricoles et forestières. Donc, lorsque la France s'empare du Cameroun, puisque le partage fait par la SDN permet à la France d'avoir les 3 quarts du territoire et les 1 quart aux Anglais, la zone où les Allemands avaient le plus investi, c'était en réalité la partie sud du pays, qui contient à la fois les cités balnéaires, les terres les plus arables, les terres volcaniques et tout. Et donc les Français s'étaient arrogés de ces plantations-là. On va voir très vite au Cameroun, contrairement à d'autres territoires, émerger une économie vraiment capitaliste, une économie privée, détenue par certains Français. Et donc ceux-là vivent dans des cités balnéaires et dont le climat est à peu près tempéré comme en Europe. Ils ont donc tout intérêt à vivre longtemps au Cameroun. Ils se considèrent d'ailleurs, ils se considèrent comme des vieux Camerounais. Ils disent qu'ils sont des vieux Camerounais, ils le disent clairement. Et parmi eux, il y a Mauclerc. Et parmi tous ces exploitants forestiers comme les Grecs et bien d'autres qui sont à la fois militaires, mais qui disposent des parts actives dans des sociétés locales, dans des grandes plantations agricoles, ils ont une double casquette. Ils sont parfois fonctionnaires, mais aussi avec des actions privées, avec des entreprises privées qui détiennent au Cameroun. Ce qui fait que si le Cameroun bascule dans le camp de Pétain, et compte tenu du fait que la menace allemande à la frontière de la Guinée équatoriale pèse sur le Cameroun, ils ont peur que le Cameroun peut basculer du côté allemand et que Pétain peut laisser les Allemands s'emparer du Cameroun. Or, si l'Allemand s'empare du Cameroun, ils vont récupérer tout ce que les Français se sont eux-mêmes tapés au pied, en plus de ce qu'ils ont constitué encore. Et donc, les Français qui en réalité prennent directement position. Je dis, avant le discours du 18 juin, il y a ce groupe de Français déjà qui refusent d'adhérer à ce qu'ils appellent la forfaiture de Pétain. Ils le font à dessein, ils le font. Leur geste est un geste calculé et donc intéressé. Ils le font parce qu'ils ont tout intérêt à perdre. Et c'est donc pour ça
qui vont refuser. Bien sûr, ils croisent à la fois les intérêts, leurs propres intérêts individuels, à la nécessité de continuer la lutte pour le nom de la France libre, en quelque sorte. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre que parmi les Camerounais qui y avait, parmi les Français qui y avait au Cameroun, il y en avait aussi qui étaient en réalité euh, 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 qui, se, qui étaient de passage. Il y en avait beaucoup de fonctionnaires. Et c'est donc ces fonctionnaires en réalité qui vont vouloir rester fidèles à Vichy, tout simplement pour la plupart, pour sauver leur poste d'abord. Et donc il y a eu un affrontement entre l'administration française au Cameroun et les Français du Cameroun. Donc la ligne de facture passait à la fois entre la France incarnée administrativement par les fonctionnaires et les citoyens français au Cameroun. Les citoyens français au Cameroun avaient des intérêts privés qu'ils voulaient défendre, tandis que les citoyens français de l'administration avaient aussi leur propre carrière qui était en jeu si jamais ils venaient à adhérer comme ça de manière ouverte à De Gaulle. Et cette situation crée donc une tension réelle au Cameroun. La tension est telle que même quand Leclerc s'empare du pays et même bien après que De Gaulle fait une visite au Cameroun, la tension ne retombe pas. Il y a toujours au Cameroun des gens pro-Vichy qui existent et à cet effet, j'ai retrouvé une situation. Voilà. À cet effet, Leclerc dit par exemple en 1942, je cite, l'impression domine lorsqu'on observe les différents milieux de l'Afrique française, entre parenthèses, Cameroun. Lorsqu'on vit au milieu d'eux, c'est-à-dire au milieu des Français qui se considèrent comme libres. Parce qu'il faut le dire, depuis le 27 août 1940, Leclerc estime que le Cameroun n'a jamais été une colonie et que c'était un territoire international. À cet effet, il soustrait le Cameroun de la FERU, de la SDN, pour en faire un territoire indépendant. Cette indépendance que Leclerc donne symboliquement au Cameroun est un message à connotation juridique et qui permet ainsi à De Gaulle d'implanter territorialement son discours de dissidence londonien. Et donc, qu'est-ce que Leclerc dit? Je cite, l'impression qui domine parmi les Camerounais, parmi les Français du Cameroun français libre, lorsqu'on vit au milieu d'eux, c'est la division. Le tableau est à peu près suivant. Administrateurs, colons, commerçants, miniers, ouvriers s'accusent réciproquement de tous les crimes, voire par toutes les injustices, des complots, des actes de cinquième colonne. Les clans, les groupes, les sectes se réveillent et se déchirent. Bref, nous retrouvons le caractère qui dominait déjà chez les Gaulois il y a 2000 ans de cela. En fait, il essentialise cette division française. C'est une essentialisation elle est un peu hâtive, c'est un peu exagéré dans la mesure où, en réalité, pour dire de manière simple, la situation qui prévaut au Cameroun reflète les divisions d'une France qui, confrontée à la guerre, n'arrive pas à coordonner ses actions pour combattre. Je veux dire, la débandade qui a suivi en France dès 1939, dès la drôle de guerre en 1940, s'exporte directement et le Cameroun, en réalité, devient un chaudron où la division française, telle que perçue en France, dans la société française, elle-même se manifeste avec beaucoup plus d'acuité. Donc, on ne peut pas en réalité parler de l'essentialisation, on ne peut pas essentialiser la division française au Cameroun pour la situer, pour la remonter aux Français gaulois ou aux Gaulois réfractaires, si je peux utiliser une expression qui était à la mode pendant un dernier temps. Et en réalité, la division franco-française, les rivalités franco-françaises au Cameroun ne sont que le reflet des tensions qui traversent la société française à l'aune de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été beaucoup plus accentuées par la défaite et la chute de l'État. Et donc, ces tensions ne sont que ces reflets. Mais Leclerc va plus loin. Pourquoi? Parce qu'il souligne que la situation intérieure est restée tendue et on se demande s'il n'en sera pas de même demain en France. Cette phrase est très importante. Même si, à partir du Cameroun, la France est toujours encore battue jusqu'en 1940, mais Leclerc sait que le Cameroun qui a basculé dans le camp gaulliste donne là une lueur d'espoir de ralliement. Et à partir de là, ils esquissent déjà un avenir pour la France. Mais
il pense que les divisions, il a conscience de ce que les divisions qu'il observe chez les Français du Cameroun peuvent en réalité se répéter demain, éventuellement, y compris si la France se libère. Ce qui n'est pas faux. Pourquoi? Parce que lorsque De Gaulle, en 40-41, dans les années 40, lorsque De Gaulle voyage en Afrique et lorsqu'il est repoussé en AOF, il vient au Cameroun. Il est accueilli chaleureusement au Cameroun. Mais en réalité, le Cameroun bouillonne de l'intérieur. On fait tout pour taire les dissidences. On fait tout pour que les dissidents n'apparaissent pas. Mais De Gaulle le sait, il en a conscience. Et il ne veut pas voir les Français s'entretuer. Il sait que si les Français se lancent dans des joutes fratricides, ça risque de compromettre l'enjeu vital qui est la libération de la France. Et c'est pour cela que De Gaulle va tout faire pour qu'au Cameroun, il ne prend pas parti. Par exemple, ce qu'on appelait les trois glorieux, c'est-à-dire la chute c'est-à-dire le basculement du Tchad dans le camp gaulliste, le 26 août 1940, le Tchad bascule. Le 27, le Cameroun bascule. Et le 28, le Congo-Brazza bascule. Mais il reste un territoire où les nervis pro-Vichy sont déterminés à continuer la lutte et à rester fidèles à Vichy. C'est le Gabon. Et donc, c'est à partir du Gabon que Leclerc va projeter, que Leclerc va organiser l'expédition, c'est à partir du Cameroun, autant pour moi, que Leclerc va organiser l'expédition militaire pour récupérer le Gabon aux mains des pro-vichistes. Tout simplement pourquoi? Parce que contrairement au Cameroun, où le gouverneur Bruno, le représentant de l'autorité française, le haut-commissaire Bruno au Cameroun, le haut-commissaire français comme c'était Bruno, le Cameroun, contrairement au Gabon, ici, le gouverneur avait adopté une position du juste milieu, alors qu'au Gabon, le gouverneur avait carrément pris parti, y compris les élites militaires, les fonctionnaires. En fait, le positionnement du fonctionnaire l'emporte sur le positionnement du français lambda. Et donc, le clivage entre fonctionnaires d'une part et citoyens français, propriétaires ou alors détenteurs d'actifs, d'actions qui leur rapportent d'énormes revenus financiers, tel qu'on observe au Cameroun, ce clivage en réalité n'a pas bien eu lieu au Gabon. Ce qui fait que les fonctionnaires, le discours de légitimité du pouvoir Vichy l'emporte sur quelques tendances de résistance, quelles qu'elles soient. Et donc, le Gabon est resté pro-Vichy. Leclerc va donc organiser à partir du Cameroun l'expédition militaire pour libérer le Gabon, pour que le Gabon bascule, parce que le Gabon se trouve au cœur de l'AEF français, au cœur de l'Afrique française libre. Et pour longtemps que le Gabon reste fidèle à Vichy, le Gabon demeure une menace pour la France. Et la France a donc tout intérêt, la France est libre, on se comprend bien, la France est libre a donc tout intérêt à ce que le Gabon, bascule dans le camp gaulliste. Or, De Gaulle, qui arrive au Cameroun en 1940, il est informé de cette situation. Il est informé de ce que Leclerc veut mener et voici le Gabon, hein, il est informé de ce que Leclerc veut mener une action militaire pour faire basculer le Gabon. De Gaulle ne donne pas son aval. Il ne dit ni non, il ne dit ni oui. Il ne donne pas son aval tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il s'agit simplement d'une guerre franco-française et que jamais, si ça échoue, les Français risquent de s'auto-massacrer. Et De Gaulle ne veut donc pas que les Français soient divisés. Il ferme les yeux. Il n'accepte, il ne refuse pas l'expédition militaire de Leclerc. Il n'approuve pas non plus. Il laisse Leclerc faire. Et donc, ça montre à la fois qu'il sait aussi que de l'intérieur au Cameroun, il existe des camps d'internement et que l'existence de ces camps, le traitement, les informations rapportées par ceux qui s'y sont évadés au pouvoir Vichy, les informations ont utilisé à des fins de propagande pour disqualifier De Gaulle. Il ne veut donc pas intervenir dans les affaires internes du Cameroun d'à peu près. En fait, il ne prend pas position. Il n'est pas en réalité contre ceux qui ne veulent pas lutter. Il n'est pas non plus il ne demande pas non plus à Leclerc d'arrêter les camps d'internement. Mais il ne demande pas à Leclerc d'arrêter les camps d'internement. Il laisse faire, il laisse les gens faire. Et l'expédition militaire menée sur le Gabon réussit finalement. Jusqu'en 1943, la situation reste crispée au Cameroun. Entre Français et Français, il y a toujours des rivalités, il y a toujours des tensions. Et le clivage tel qu'il s'est dessiné dès 1939, perdu jusqu'en 1945.
Pourquoi? Parce qu'en 1943, lorsque l'AOF commence à basculer, lorsque De Gaulle commence vraiment à prendre de l'ampleur en Afrique du Nord et que l'AOF commence peu à peu à basculer, rapidement, certaines personnes qui en AOF étaient pro-Vichy basculent du côté de De Gaulle. Et les Camerounais, les premiers Français qui au Cameroun résistaient contre, bon, j'ai tout tendance à dire les Camerounais parce qu'eux, ils se considèrent comme des Camerounais français, ils disent qu'ils sont Camerounais français. Et c'est pour ça que, donc, c'est pour ça que je dis tous les Camerounais. Et donc, ces Français-là qui ont dès l'entame choisi leur camp et choisi le camp de la résistance, de la lutte, ils se rendent compte qu'en Afrique du Nord, il y a depuis les anciens vichistes qui ont rallié De Gaulle sont de plus en plus actifs qu'eux. Ils vont donc adresser une lettre au général De Gaulle pour s'insurger contre le fait que ceux qui les combattaient prennent de plus en plus de l'ampleur et qu'ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus écartés. Pourquoi? Simplement parce que Leclerc qui prend position du Cameroun le 27 août, il organise directement le territoire. Et parmi les mesures militaires mises en place, il y a l'enrôlement. On enrôle pas mal de personnes sous le drapeau. Et parfois compris certains Camerounais qui n'étaient pas vraiment pro De Gaulle, mais qui avaient des sentiments qui étaient perméables à la thèse de Vichy, on les enrobe dans l'armée. Mais bien après, on va leur donner la possibilité de se désengager, ce qui va être fait. Mais Leclerc crée le régiment des tirailleurs camerounais et lance sa fameuse colonne Leclerc. De Gaulle donc l'envoie vers le Tchad. De Gaulle l'envoie ici au Tchad, ici, parce qu'il est question de prendre Koufra. Koufra qui se trouve non loin de la Libye, en Libye, en territoire de la Libye. Hein. C'est la colonne Leclerc qui est partie du Cameroun et qui a grossi ses rangs avec certains Français venus du Congo-Brazza, mais la colonne est constituée en majorité d'indigènes. Il n'y a que peu d'Européens et ces peu d'Européens de la colonne donc assurent l'instruction militaire des indigènes, des recrues, de ceux qu'on a recrutés sur le tas, des recrues spontanés dans le cadre de l'enrôlement massif engagé par la politique de Leclerc. Et donc, ces gens-là, ce sont eux qui vont faire la bataille de Koufra. Et la victoire de Koufra est décisive parce qu'il s'agit de la première victoire depuis la défaite de la France remportée par des Français eux-mêmes, sans la moindre participation des Anglais. L'organisation de la colonne a été faite par la France, depuis la France libre, depuis le Cameroun. Les indigènes sous leurs ordres, sous les ordres des Français, ce sont eux qui vont prendre Koufra. Et Koufra résonne particulièrement. C'est la preuve qu'en restant dans la lutte, la France peut toujours faire basculer les choses. La France peut faire basculer le destin, les Français peuvent faire basculer le destin national. Et donc, De Gaulle utilise cette victoire-là pour rameuter encore plus. Et cette victoire a un effet psychologique, justement parce qu'elle permet aussi aux Anglais, elle permet aussi aux Américains de montrer que, tiens, nous, on ne veut pas simplement que vous luttez pour nous, nous sommes aussi prêts à lutter. Or, comme ces gens ont participé à la bataille de Koufra, elle a été rude. Par exemple, la bataille de Bir Hakeim, cet ouvrage, c'est l'ouvrage d'un Camerounais qui a participé à la bataille de Bir Hakeim. Il décrit, c'est une autobiographie, il décrit véritablement son vécu à Bir Hakeim. Il en parle, ce qui se passait et tout. Et donc, ils ont participé à des batailles vraiment très violentes. Or, ils se rendent compte en Afrique du Nord, en Algérie, progressivement, dès 1943, certaines personnes pro-Vichy en AOF qui ont rallié De Gaulle dès 1943 deviennent de plus en plus actifs, sont de plus en plus résistants que les premiers résistants. Et eux, donc, ils s'insurgent. Ils s'insurgent contre cela. Ils écrivent à De Gaulle qu'ils ne peuvent pas se mettre sous les ordres des gens qui ont d'abord été pro-Vichy et qui les ont combattus pour certains au Cameroun avant d'aller en AOF. Ils s'insurgent. Et donc, il y a des divisions comme ça qui partent du Cameroun et traversent toute l'action de résistance entreprise par la France. Et ces divisions, en réalité, prennent naissance, prennent source au Cameroun. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est qu'on est arrivé à 19h, je crois que c'est tout. Hein. Donc, pour réaliser
pour réaliser cette présentation, cette mini-présentation, j'ai utilisé pas mal d'ouvrages que vous pouvez lire pour continuer. Par exemple, cet ouvrage Pierre Mesmer au croisement du militaire, du colonial et du politique sous la direction de François Odiger, François Couchet et bien d'autres. Il y a également cet ouvrage écrit par un Camerounais, le Cameroun libre avec les Français libres, 1940, Didier Ekabetois. Il y a également cet autre ouvrage, c'est vraiment le grand classique que je vous conseille vivement pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette question de rivalité franco-française au Cameroun. C'est l'ouvrage d'Éric Kelly, La France libre fut africaine. L'ouvrage a été publié aux éditions Perrin et vraiment a révolutionné l'idée même de résistance en France. Il essaie vraiment de faire la géographie de la résistance en France et montre que l'enracinement de la résistance n'a pas été vraiment où on croyait et qu'il y a eu là également une volonté de forcer la réalité. Il y a également cet autre ouvrage que je vous ai déjà montré, Un homme blindé à Bir Hakeim. C'est le témoignage d'un Camerounais qui a participé à la bataille de Bir Hakeim, un Camerounais de la colonne Leclerc. Il y a aussi cet ouvrage, Le sillage militaire de la France au Cameroun, 1914-1934, de Eugène Jean Duval, c'est un officier de l'armée française qui a écrit sur la présence militaire française au Cameroun. Voilà, merci bien. Merci, merci beaucoup pour cette conférence complète et intéressante. Juste avant de passer aux questions, je vous ai mis un petit questionnaire qui prend 1 minute à remplir pour nous permettre de nous améliorer. Conversation, c'est ça? Oui, mais je vous en renverrai un pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, pour les questions, il y a 2 possibilités. Soit vous m'indiquez dans le chat que vous avez une question et donc du coup, je vous allume votre micro le temps de poser votre question et puis je vous coupe le micro juste après pour pas faire d'interférence. Ou sinon, vous pouvez écrire directement la question dans le chat et puis je la lirai à Léonel Nouveau. Voilà. Donc encore merci. Et est-ce que vous avez des questions? C'était assez complet, mais peut-être que… Je pense que c'était assez complet. Oui. Je crois d'avoir peut-être pas tout dit, quoi, compte tenu du temps et tout. Ah, peut-être oui, peut-être qu'il y a… Il est 19h là. Donc, Oui. j'espère que j'ai respecté C'est bien. l'heure pile poil. Parfait. Ah, Mélanie Torrent dit un grand merci pour une présentation fascinante. Je dois malheureusement partir en raison de l'horaire, mais merci encore. D'accord. Bonne soirée. D'accord. Bon, on attend encore un petit peu et sinon, bah… Toi qui as voulu couper la vidéo, c'est toi qui as voulu couper la vidéo? Non, elle y est encore. Parce qu'on Non, ne j'ai sait dit jamais, couper ça peut… les gens qu'on puisse pas voir les gens et tout. Toi qui as voulu? Oui, oui, pour des questions de droit d'image et pour conserver Ah, un bon débit, parce que des fois, ça bug un peu. ah ouais, d'accord. Oui, oui, tu as raison. Oui, ouais, tu as raison. Voilà. Je ne pose pas de questions. Bah non, apparemment, tout était clair. Bon. Ils ne disent rien. Peut-être qu'il faut que tu les relances, non? Ok, bah… Je pense que si personne se manifeste, on va arrêter là. C'est que c'était intéressant et clair. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle conférence à 17h30 avec Isabelle Mangeot qui est archéologue. C'est pas sur ce planning-là, mais c'est sur un autre planning. Celui-là, c'est le futur planning. D'accord. Qui va nous parler de l'alimentation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Léonel. Je t'en prie. Bonne soirée et bon appétit. Merci. Et à vous.